Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc Laliberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système, point. La rencontre Laliberté-Martineau. Écoute, avant de parler de ce qui se passe au Moyen-Orient, Luc, j'ai pensé à toi parce que je suis en train de lire des livres de John Cheever, qui était un grand écrivain américain, John Cheever, qui écrivait surtout des nouvelles, des petites histoires. Ouais. Et j'ai lu la première histoire qu'il a publiée dans un magazine. Il avait 18 ans. Il était tout jeune. C'est la première nouvelle qu'il a publiée. Et il parle des cours d'histoire. Puis il dit, voulez-vous bien me dire comment ça se fait que c'est si plate que ça, les cours d'histoire? Il dit, il fut certainement un temps où on enseignait l'histoire de façon vivante, mais c'est terminé, ça c'était dans les années 50. Il dit, tous les profs d'histoire que j'ai eus étaient plates, et ce n'était qu'une succession de dates qu'on devait apprendre par cœur. Et je lisais ça, bien sûr, je pensais à toi qui es un excellent prof d'histoire, j'en doute pas, mais moi, les profs d'histoire que j'ai eu aussi au secondaire, ils étaient plates. Pourtant, c'est une matière que j'adore. C'est une matière qui pourrait tellement être vivante. Tu sais, rendre l'histoire présente. L'histoire, c'est pas rien que le passé, c'est le présent. Les gens qui vivaient l'histoire, ils vivaient au présent. Et la rendre présente, c'est passionnant, puis tout ça. Mais il dit, Chris, que mes profs étaient plates. Luc, est-ce que tu es d'accord? Écoute, Ah oui, tout à fait. Puis écoute, l'histoire, elle est de toutes sortes de manières possibles malmenée. Quand on parle d'éducation, je parle même pas de la recherche en histoire au sens large ou de la façon dont on la véhicule dans la société. En enseignement, je pense qu'elle est malmenée. Par exemple, et ça c'est bien personnel, je n'engage personne d'autre que moi quand je dis ça, on n'enseigne plus, par exemple, l'histoire vraiment au primaire et au secondaire. Ce qu'on enseigne maintenant, c'est de l'univers social. Donc, on met l'histoire, mais au travers d'un tas d'autres choses. Et moi, et c'est surtout pas une critique de mes collègues du secondaire, c'est le programme est pensé comme ça. Quand les élèves nous arrivent ici au cégep, et j'ai plein de collègues qui font un très bon travail, quand ils nous arrivent, ils ne veulent souvent, en partant, rien savoir de l'histoire. Ça veut dire que ce qui a été fait avant, la façon ou le cadre dans lequel on le fait, ça ne leur donne même pas le goût d'être là. Et je le constate cette session-ci chaque jour parce que je n'enseigne pas que l'histoire des États-Unis, j'enseigne le cours obligatoire. Et ils sont comme un brin étonnés quand ils disent « Ouais, mais hey, c'est intéressant. » Et moi, j'ai ce souci de faire ce que je fais avec toi finalement chaque jour, c'est j'aime bien analyser l'actualité, mais toujours au regard du passé, de se donner une perspective, de revenir dans le temps. Oui. Et là, ils constatent à quel point c'est pratique, à quel point ça peut être utile. J'ai pas devant moi des gens qui vont devenir des historiens. J'apporte ma brique, ma petite contribution à en faire des citoyens un peu plus éclairés. C'est l'objectif du système. Et comme toi, je déplore, j'ai eu de très bons profs d'histoire, mais j'en ai eu de très mauvais. Et l'histoire, c'est beaucoup plus que des dates, des chiffres. En passant, anecdote comme ça, puis j'arrête après parce que je pourrais être intarissable sur le sujet. Je n'ai pas une bonne mémoire. J'ai pas une mémoire encyclopédique. Et ça étonne toujours les étudiants, mais je leur dis, écoutez, je vous donnerai pas le cours avec un amas de personnages puis un amas de dates. Je leur dis à la blague, j'ai de la misère à me souvenir de l'anniversaire de ma blonde. Donc ça, si ma blonde est à l'écoute, je viens de ruiner mes chances. Mais je leur dis, c'est pas comme ça que je retiens. Il faut qu'il y ait une émotion qui vient avec ça. Il faut qu'il y ait un sens qu'on donne aux choses. Voilà. Une émotion et c'est vrai. Tu sais que, écoute, Luc, il y a une mode depuis quelques années qui est peut-être critiquée par certains historiens, mais de prendre des films d'archives et de les colorer. OK? Électroniquement. De prendre des films de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale et de les colorer. La série Apocalypse, par exemple, sur la Deuxième Guerre mondiale, c'est tous des films d'archives qu'on a déjà vus en noir et blanc puis qu'on met en couleur. Mais moi, je trouve ça important parce que pour un jeune, voir un film en noir et blanc, c'est vieux, c'est le passé, etc. Quand tu le vois en couleur, c'est toi. Soudainement, ça devient présent. Ça devient la réalité. Et ça peut être... Il y a peut-être des historiens qui sont contre ça, mais moi, je trouve que c'est une façon de rendre l'histoire actuelle et présente. C'est que la même chose, je te dirais. Ça, tu vois, tu parles d'histoire relativement récente à l'échelle. Quand on leur parle des Grecs et des Romains, ils ont l'impression que les Grecs aimaient le blanc tout le temps. Ce qu'on a, ce qui reste, c'est la peur. On dit non, il y avait des couleurs partout. C'était très coloré, c'était très vivant. Mais bien sûr, ce qui reste aujourd'hui de vestiges, on fonctionne avec ça. Mais moi, je suis en faveur de ça. Quand on leur rend l'histoire, c'est mon travail à moi après de dire, attention, il y a des nuances à apporter.
Mais je suis pour ce rapprochement-là qu'on effectue, tout comme, par exemple, l'utilisation des films à caractère historique. Je me souviens d'une vieille querelle avec un prof en pédagogie, là, quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais on s'est battu là-dessus. Il disait, moi, j'utiliserai pas des films avec mes étudiants en classe parce qu'un film, c'est le produit de son époque, c'est la vision d'un réalisateur, je disais, oui, mais moi, c'est pas là. Viens t'asseoir dans une classe avec mes étudiants. Je veux aller les chercher. Je veux leur rendre ça vivant. Et après ça, mon travail d'historien, c'est de dire, attention, on remet ça en contexte, voici ce qu'est l'histoire, puis ne serait-ce que ça, qu'on ne perçoit pas l'histoire de la même façon selon l'époque dans laquelle on évolue. Ça fait partie du travail de l'historien. Et tu vois, tu me rappelles ce vieux débat avec un professeur que j'admirais, mais on divergeait de point de vue là-dessus. Écoute, il y a un philosophe qui disait non seulement le passé, il est pertinent, mais il n'est même pas passé. Il est encore présent. Et puis, tu sais, les historiens, on voit le passé en sachant ce qui s'est passé après. Quand on regarde la Deuxième Guerre, mettons, les gens qui ont vécu là, l'attaque contre Pearl Harbor, mais nous autres, on sait où ça a mené. Mais ces gens-là, quand ils l'ont vécu, ils savaient pas la fin de ça. Tu sais, comme actuellement, là. Actuellement, tu vois Poutine qui rencontre le leader de Corée du Nord. Puis il rencontre la Chine, le président de la Chine. Puis là, il y a ce qui se passe au Moyen-Orient. Puis là, il y a la Russie contre l'Ukraine. Puis là, on se demande, on est angoissé, c'est quoi la suite des choses? Comment ça va finir? Mais c'est ça, les gens ne le savaient pas, ils le vivaient au jour le jour. Et tu vois, moi, c'est le défi que j'aime. En étant à la fois prof d'histoire, mais en étant commentateur dans les médias, c'est le défi que j'aime. Comme prof d'histoire, j'ai toujours dit, j'ai l'impression que mon travail est plus confortable. Je commente avec, la plupart du temps, des années de recul. Alors que là, j'utilise la même méthode pour trouver et valider de l'information, mais je me prononce à chaud. Et j'aime, ça paraît contradictoire, mais c'est complémentaire. J'aime les deux exercices. Avoir à commenter sans savoir, entre guillemets, le punch de la fin. Alors qu'en classe, ce que j'explique, c'est on l'a le punch de la fin. Comment on est arrivé à ce punch-là? C'est le luxe que j'ai, ou en tout cas le privilège que j'ai en commentant les choses qui sont derrière nous souvent, mais qui, tu l'as bien mentionné, influencent grandement ce qu'on est maintenant. Écoute, on va revenir là à l'actualité. Biden est en Israël et j'ai trouvé, parce qu'il a prononcé un discours, et j'ai trouvé qu'il avait des couilles. Parce qu'il a dit aux Israéliens, ne faites pas comme nous. Au lendemain des attaques du 11 septembre, on a laissé la rage s'emparer de nous, puis on a pris des décisions sous l'effet de la rage qui n'étaient peut-être pas des décisions éclairées. Par exemple, d'envahir l'Irak et tout ça. On a un extrait. On écoute un extrait. Voilà, je pense même que notre fabuleuse équipe a réussi à nous montrer ça. C'est ça, on écoute ça. Terrorist attack took place. We've seen it described as Israel's 9/11. Well, for a nation the size of Israel, it was like 15 9/11s. The scale may be different, but I'm sure those horrors have tapped into some kind of primal feeling in Israel, just like it did and felt in the United States. Shock, pain, rage, an all-consuming rage. I understand, and many Americans understand. You can't look at what has happened here to your mothers, your fathers, your grandparents, sons, daughters, children, even babies, and not scream out for justice. Justice must be done. But I caution this: while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. Voilà. I'm the first U.S. president to visit Israel in time of war. I've made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for Écoute, leaders. Luc, j'aime beaucoup ce discours-là. Je sais pas toi ce que tu en penses. J'ai été avec toi critique souvent de Joe Biden, où j'ai dit en tout cas avec les perceptions qu'on entretient à l'égard de Biden, il devrait quitter, il ne devrait pas être là en 2024. Mais il a des forces, Joe Biden. Il a l'expérience, mais il a cette façon bien à lui. Et ça a marqué l'ensemble de sa carrière politique, puis on vient de l'entendre. Il est capable de se rapprocher des gens ou de leur parler d'émotion. Et l'émotion, elle peut pas être plus vive que ça. Quand on a vu le massacre, les horribles images donc de ce que le Hamas a fait, il dit aux Israéliens, je vous comprends.
Et on a ressenti cette rage, cette haine, et elle est probablement plus grande chez vous en raison de la nature des événements que ça l'a été chez nous. Mais il revient ensuite en disant, je suis sensible à ça. Il joue la carte de l'émotion, mais il dit, il faudrait pas que la pensée rationnelle disparaisse. Et il dit, et ça c'est fort, d'ailleurs, moi j'ai hâte de voir comment on va le relancer avec ça chez lui. Mais il a dit, dans la foulée du 11 septembre, on a réagi. C'était la colère, c'était la violence, elle est mauvaise conseillère, et nous avons fait des erreurs. Est-ce qu'on a entendu un autre président américain dire ça depuis le 11 septembre 2001, que nous avions fait des erreurs? Même Obama, qui a été critique de l'intervention en Irak, n'était pas allé jusque-là. Alors Biden, c'est un gros message qu'il vient de livrer. Oui. Bien sûr, les enjeux sont énormes. Hier, il se présentait sur le terrain avec divers objectifs, mais un des objectifs, c'est essayer de freiner l'escalade. Et grosso modo, de dire aux Israéliens, on le formule comme ça, je vulgarise, ne faites pas pire ou ne faites pas l'équivalent de ce que vous reprochez au Hamas. Ça ne servira personne. Donc, prenez un moment de recul. Mais il sait qu'il parle à des gens qui sont à vif et qui exigent, dans plusieurs cas, une vengeance ou une interaction, une intervention rapide. Hier, il a appuyé, Joe Biden, je suis parfaitement d'accord avec toi, il a appuyé sur tous les bons boutons dans son discours. Il a parlé aux Palestiniens, pas au Hamas, il a parlé aux Palestiniens. En s'adressant aux Palestiniens, son message vise aussi les pays arabes qui l'ont boudé hier. On voit pas ça souvent. Le président américain est dans la région pour lui dire, désolé, on annule le sommet qui devait avoir lieu en Jordanie. Il n'aura pas lieu, monsieur le président américain. C'est rare qu'on ait une telle rebuffade pour un président, mais il prend la peine quand même de leur parler. Et il part en étant conscient qu'il a livré la marchandise. Il en avait parlé dans son discours et on va ouvrir ce fameux corridor pour acheminer de l'aide humanitaire. C'était une priorité pour les Américains, mais une priorité pour les premiers interpellés sur le territoire. Les Palestiniens qu'on est en train de confiner, ils étaient déjà au kilomètre carré. C'est un des endroits où il y a la plus grande densité de population dans le monde. Et là, les Israéliens leur disent, quittez le nord, allez vers le sud. Puis, vous n'avez pas d'approvisionnement en électricité, pas d'approvisionnement en eau. M. Biden est bien conscient de ça et il permet d'ouvrir ce corridor. Il n'a pas tout réglé. Puis peut-être que le message que les Arabes vont lui retourner, c'est votre deal, on n'embarque pas, on l'achète pas. Mais je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux dans les circonstances que ce qu'il a fait hier. Il a dit la rage est mauvaise conseillère, comme tu dis. Je trouve que c'est un bon message à envoyer. Écoute, on pourfend bien sûr la désinformation qu'il y a partout ces temps-ci, entre autres du camp du Hamas. Mais rappelons-nous, Luc, que les Américains, Colin Powell, a dit il y a des armes de destruction massive en Irak. Il a menti. Carrément, le président a menti. On a envoyé des jeunes Américains au front, risqué leur vie et certains ont perdu leur vie sur la base de mensonges. Alors, tu sais, les États-Unis n'ont pas beaucoup non plus de leçons à donner aux autres de désinformation. Ils l'ont fait. Et c'est un peu ce que Biden évoque indirectement hier quand il dit la colère est mauvaise conseillère. Moi, si je pense qu'il y avait un motif pour invoquer la procédure de destitution, c'était contre George W. Bush pour la question de l'Irak. La défense des intérêts américains, la protection, la lutte au terrorisme, tout ça, je comprends, j'achète, et même on en est bénéficiaire. Le Canada, on est associé pour le meilleur et pour le pire très souvent aux Américains. Donc, la lutte au terrorisme, j'achetais. L'Afghanistan, j'achetais. Entrer en Irak sous un faux prétexte et mentir à sa population en démocratie pour entrer dans un autre pays, il n'y a pas pour moi de faute plus grave. Tous les deux, toi et moi, on parle du système américain, de la protection de la démocratie, de la montée de l'extrême droite. Quand ton gouvernement te ment pour entrer dans un autre pays où tu vas envoyer ce que les Américains appellent les boys, malheureusement une étiquette qui est plus masculine, mais quand on envoie l'armée, quand on envoie nos soldats, hommes ou femmes, puis qu'on les envoie sacrifier leur vie pour un mensonge, il n'y a pas pour moi de faute plus grave dans un système. Donc, oui, la crise de confiance, elle est bien réelle. Tu as tout à fait raison, il n'y a pas de faute plus grave. Est-ce que Colin Powell, je pense qu'on s'en était déjà parlé, mais ça fait longtemps, est-ce que Colin Powell a regretté ça, d'avoir fait ça, d'avoir embarqué dans le mensonge de George W. Bush?
il l'a regretté, puis il l'a reconnu. C'est probablement écoute, c'est un parcours au-delà de ça assez exceptionnel. Puis j'en jasais avec un voisin qui était son pilote au Canada quand il séjournait. Donc, c'est un personnage fascinant, Powell, comme le sont souvent les généraux ou les secrétaires d'État. Là, ils sont pas limités à une dimension ou à une sphère d'activité dans leur vie, mais c'est la part sombre de son héritage. Il a une carrière impressionnante, une feuille de route très impressionnante, respecté autant par les républicains que par les démocrates qui ont tenté de l'avoir comme candidat en passant. On n'en parle pas beaucoup, mais c'était pas un républicain pur et dur et il aurait pu se présenter comme démocrate. Mais ça, c'est la grande erreur de sa carrière et probablement ce qui explique la fin de sa carrière politique. On avait des ambitions présidentielles pour Colin Powell. Je le voyais d'ailleurs, moi, avant Barack Obama, être un candidat très solide. C'est pas la première fois que les républicains ont des candidats de qui je me dis ça va être le premier ou la première. Hein? Nikki Haley en est une présentement chez les républicains. Je pense qu'on a entraîné Colin Powell dans le champ en lui demandant de mentir, mais de sacrifier aussi sa carrière politique et sa réputation en raison d'un mensonge. Et un mensonge en passant j'aime ça quand on réfère au cinéma. Je sais pas si tu te rappelles de ce film avec Sean Penn qui porte sur Valerie Plame, cette agente de la CIA dont on a mis la vie en danger parce qu'on a révélé, elle et son mari ont dévoilé finalement que les Américains avaient menti, qu'il n'y en avait pas d'armes de destruction massive. Le film en anglais s'appelle Time Out, mais ça raconte ça justement à quel point on a pu aller loin pour mentir à la population américaine puis entraîner le pays en guerre. Mais là, avec le progrès exponentiel de l'intelligence artificielle, on en est au début de l'intelligence artificielle. Tu imagines, là, dans 5 ans, dans 10 ans, on va pouvoir créer de toutes pièces des discours qui ont l'air tout à fait vrais, des images de satellites où on voit une roquette partir d'Israël et s'en aller sur un hôpital à Gaza. Tu imagines comment ça va être facile de manipuler les masses avec l'intelligence artificielle. C'est effrayant. Et il y a quelque chose qui me trouble profondément, et c'est un sujet que j'ai abordé pas plus tard que ce matin. Je sortais de classe quand on a commencé notre conversation. Autant comme prof, comme intervenant dans les médias, je trouve qu'avec les années, on a toujours eu un rôle très important de formation et d'information auprès de la population. Et je trouve que plus on avance dans le temps, plus on en a lourd sur les épaules, autant en enseignement que dans les médias. On critique les médias, on critique les structures traditionnelles et de plus en plus, les gens ont tendance, parfois de façon maladroite, je n'hésite pas à le dire, à aller chercher de l'information. Ça repose sur les réseaux sociaux ou directement sur le web. Et je trouve que plus que jamais, il faut relever le défi, il faut reprendre le bâton du pèlerin et continuer à défendre une information de qualité. Si nous, on trébuche, j'irais aussi loin que de dire on est les derniers remparts, finalement, l'éducation et l'information, contre la désinformation. Et le défi, écoute, ça me stimule, puis en même temps, ça me fait peur. La puissance de l'intelligence artificielle fait que je me demande parfois si, peu importe sur quel siège je suis assis, si on a bel et bien les moyens et l'influence nécessaires pour pallier ce que va faire l'intelligence artificielle. Oui, on a l'impression d'être Don Quichotte qui se bat contre des gros moulins à vent. Mais ce que tu disais sur l'importance, entre autres des historiens, c'est pour ça que je suis très content et privilégié de t'avoir tous les jours à l'émission. Je trouve ça important. C'est un plaisir partagé. À notre émission. Merci beaucoup, Luc La Liberté. On se reparle demain. Salut. Une bonne journée, Richard. Merci. C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci beaucoup, Florence Lamoureux. Merci pour ton travail à la recherche. Max-Émile Sayer, Jean-François Roy, merci beaucoup à la réalisation, la mise en onde. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Passez une excellente journée. On se reparle demain, 8h30. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.